bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission entièrement consacrée à la protection de l'environnement hebdomadaire, donc toutes les semaines et uniquement sur la zone océan Indien. Cette semaine, on va parler des risques cycloniques, Anne-Constance, et on a tous en tête encore les effets Kenneth. Oui, on a tous en tête les effets Kenneth, d'où l'importance de bien se préserver nos habitations et penser et envisager le risque cyclonique de manière globale, car la prochaine fois, peut-être qu'il passera plus près de Mayotte. Penser, c'est d'abord informer et donc savoir, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler des cyclones et du risque qu'ils représentent ici à Mayotte. Nous allons mettre en perspective cyclones avec les risques inondations et glissements de terrain et comprendre combien nous sommes vulnérables. Nous allons aussi nous rappeler les principales conduites à tenir en cas de survenance d'un cyclone. Le reportage de notre équipe sur le terrain va nous faire découvrir quelques-uns de ces aspects. On aura du monde en plateau. Jugez plutôt Florian Benassen, chef de l'unité cellule de veille hydrologique à la DEAL. Et puis on aura Nathalie Coffeld également qui sera avec nous, chef interministériel de défense et de protection civile. Et puis Laurent Floch, responsable du centre météorologique Mayotte, délégué de Météo France. Et puis bien évidemment on retrouvera les questions et les chiffres de Anne-Constance, mais ça sera pour la fin de l'émission. C'est quoi une station météo? Comment prévoit-on le temps qu'il va faire? Sommes-nous vulnérables aux risques naturels en 2019? Voici les éléments de réponse avec ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunant. La notion de risque naturel recouvre l'ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces événements naturels sont toujours susceptibles d'être dangereux au plan humain, économique ou environnemental. L'île aux lagons, de par sa position géographique et ses caractéristiques naturelles, est soumise à un grand nombre de risques. Alors les risques naturels à Mayotte, ils sont nombreux. Il y a donc le risque de glissement de terrain et chute de blocs. Donc ici, on est concerné par le mouvement de terrain. Chute de blocs, c'est les grosses blocs qui sont sur des pentes très, très fortes. On a un risque inondation qui est lié aux fortes pluviométries. Un risque submersion marine qui est lié à la houle cyclonique en période de fort vent. Et puis un risque sismique qui est d'actualité aujourd'hui. Si la nature est imprévisible, à Mayotte les facteurs non naturels, sources d'aggravation des risques sont nombreux. Défrichement, déforestation, construction sur des zones non constructibles, autant de mauvaises pratiques qui augmentent les risques naturels. Chaque année, nous avons des précipitations qui sont de l'ordre de 300 mm au mois de janvier, et c'est normal. Ça, c'est la normale. 300 mm, ça fait 300 litres au mètre carré. C'est en gros la moitié de ce qui tombe sur Toulouse en une année. Et nous, on l'a juste pour le mois de janvier. Donc, c'est pas rien. Ça revient souvent. Donc, ça fait un aléa important. Donc, combiné à une vulnérabilité à la fois de l'habitat précaire et des sols, on arrive à un risque météorologique naturel qui est maximal. En 2014, le cyclone Hélène a entraîné de lourds dégâts, notamment dans le nord de l'île. Le secteur de Fumbuni à Mtsamboro est un parfait exemple de zone extrêmement sujette aux risques naturels. Vous êtes ici sur le secteur de Fumbuni, qui est un glissement de grande ampleur, qui touche une superficie de 7 hectares et environ une centaine d'habitations. Les premiers signes de glissement sont apparus au début des années 2000. Et il y a eu un gros phénomène entraînant un déplacement de 20 à 40 cm lors du cyclone Hélène. Cyclone Hélène qui a généré de très très fortes pluies qui étaient de l'ordre de 3 à 400 mm. Chaque année à Mayotte, des drames se produisent suite à des glissements de terrain. Pour prévenir ces risques, la DEAL élabore des cartes réglementaires définissant les zones constructibles et les zones où des recommandations sont à respecter avant toute construction. Par ailleurs, les services de Météo France font office de lanceurs d'alerte concernant les risques naturels météorologiques à Mayotte. Pour ce faire, une sonde est envoyée dans le ciel afin d'étudier l'atmosphère. C'est une sonde qui est équipée de capteurs essentiellement de température et d'humidité, qui
qui calcule son altitude par rapport à la pression mesurée. Donc elle est munie également d'une carte GPS. Là, à chaque instant, chaque seconde, la sonde transmet via une antenne VHF les informations de température, d'humidité, de pression et d'altitude, ce qui permet d'en déduire l'état de l'atmosphère à l'instant où on le lance. Actuellement, les services de Météo France à Mayotte sont capables de livrer des prévisions jour J+1. D'ici la fin de l'année 2019, des prévisions à J+3 devraient pouvoir être réalisées. De quoi voir davantage venir, même si le meilleur moyen de prévenir et de limiter les risques reste de respecter Mère Nature en ne portant pas atteinte à l'environnement. Merci à Pierre pour ce superbe reportage et également aux équipes de Météo France qui nous ont ouvert leurs portes. Tiens, on en parle de Météo France, mais avant, on va présenter nos invités. On a avec nous, et on a la chance de la voir, Nathalie Coffel, chef du service interministériel de défense et de protection civile. Nathalie, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Laurent Floch qui est avec nous, responsable du centre météo à Mayotte. Laurent, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Floriane Benhassen, chef du cellule veille hydrologique. Floriane, bonjour. Bonjour Patrick. On va commencer avec vous, Laurent. Globalement, dans les grandes lignes, c'est quoi un cyclone ? Un cyclone, c'est un système dépressionnaire tropical donc qui prend naissance dans les zones intertropicales, voire subtropicales, et au sein duquel les vents maximums sont strictement supérieurs à 117 km/h sur 10 minutes. Ouais. Alors, un cyclone, un ouragan, un typhon, c'est quoi la différence ? C'est exactement la même chose. Oui. Ça dépend du bassin où ils se forment et de l'océan au-dessus duquel ils ont pris naissance. Donc, par exemple, océan Atlantique, on va parler d'ouragan. Océan Pacifique, on va parler de typhon. Et ici, dans l'océan Indien, on va parler de cyclone. Floriane, à Mayotte, on est concerné par les cyclones, pas les ouragans ni les typhons, même si c'est la même chose. Mais en tout cas, on est concerné par les cyclones. On a encore tous en tête Kenneth. Forcément, qu'est-ce qui se serait passé si Kenneth était passé plus près de nos côtes ? Alors, on a vu les conséquences de Kenneth chez nos voisins qui ont été bien plus dramatiques notamment qu'à Mayotte. Comores et Mozambique. Comores et Mozambique. Donc, lors du passage d'un cyclone, en fait, il y a plusieurs risques naturels qui sont liés à ce cyclone. Donc, les inondations, les vents forts et ce qu'on appelle la submersion marine, c'est-à-dire le fait que la mer se soulève sur le bord des côtes. C'est-à-dire c'est les vagues, la houle, c'est les vagues, la houle et aussi le fait qu'il y ait une dépression au milieu de l'océan qui crée vraiment une surélévation. D'accord. Du coup, on a aussi des conséquences qui sont liées. À Mayotte particulièrement, on va avoir des mouvements de terrain puisque les sols gorgés d'eau deviennent instables. On a déjà eu le cas l'an dernier à Koungou d'une famille qui a péri malheureusement. On s'en souvient. Nathalie Coffel, quels sont les derniers cyclones qui ont véritablement frappé Mayotte ? Alors, les cyclones qui ont véritablement frappé Mayotte, on n'en a finalement pas tant que ça. Le plus connu, je pense, de tous, c'est Kamissi en 84. Après, on n'a pas besoin d'être frappé par un cyclone pour être directement impacté. On l'a vu effectivement avec les cyclones comme Hélène, qui en 2014, qui est pourtant passé très loin de nos côtes. Il était encore à 300 km et qui a quand même fait pas mal de dégâts dans le nord de l'île. Donc effectivement, des cyclones qui nous ont vraiment impactés, mais Laurent pourra peut-être en parler un petit peu mieux que moi. On en a eu 6 ou 7 au cours des dernières 35 ans. Laurent, ces cyclones n'ont pas été vraiment violents si on compare effectivement à ce qu'on peut vivre aux Antilles ou aux Caraïbes d'une manière générale. Alors, on a eu la chance effectivement de ne pas avoir de cyclone très intense qui est passé directement sur Mayotte. Néanmoins, toutes ces dépressions tropicales, ces systèmes tropicaux qui ont des intensités différentes et qui passent à des distances plus ou moins grandes de Mayotte, dans les 35 dernières années, comme le dit très bien Nathalie, on en a eu quand même 25 qui sont passés plus ou moins proches. Donc c'est pas rien, c'est une fréquence qu'on doit prendre en compte. Floriane, on se souvient ce qui s'est passé à Ouangani il y a 2 ans et demi à peu près. Est-ce que ça, c'est les mêmes effets qu'un cyclone ? Alors, en termes d'effet, oui, potentiellement. Après, ça n'avait rien à voir avec un phénomène cyclonique. C'est vraiment une forte pluie combinée à des déchets végétaux qui sont bloqués dans le pont de Ouangani qui ont donc provoqué cette grande inondation. Donc, il faut bien distinguer en fait orage violent et phénomène cyclonique. Mais avec des effets similaires. Oui, potentiellement. Laurent, saison des pluies, c'est parfois des pluies violentes, parfois très violentes. Quelle est la différence entre une grosse pluie violente et un cyclone ? Alors, au sein d'un cyclone, autour de l'œil, on a des pluies diluviennes. Après, ça dépend de la taille de l'œil, mais c'est systématique.
Le deuxième endroit dans un cyclone où on peut trouver des pluies importantes, ce sont dans tout ce qui est bandes spiralées. Donc on a pu le voir lors du passage de Kenneth. On a eu 70 mm en 2 heures sur Mayotte, ce qui est important. Ouais. Néanmoins, à Mayotte, ce qui fait le plus de précipitations sur une année de saison des pluies, ce ne sont pas les approches de cyclones. Ce sont vraiment ce genre d'amas convectifs dont parlait tout à l'heure Floriane, qui vont se fixer sur Mayotte pendant plus longtemps qu'un cyclone. Un cyclone, ça peut durer 2 heures de précipitations vraiment diluviennes au passage sur une île, petite comme Mayotte. Ça peut ensuite, par exemple, comme on l'a vu au Mozambique, s'arrêter, se transformer de nouveau en dépression tropicale et là s'étendre sur des milliers de kilomètres. Donc là, c'est différent. Mais là, dans le cas de Mayotte, 80% des précipitations qu'on peut enregistrer sur Mayotte ont pour origine des amas convectifs et non pas des cyclones. Alors, Floriane, Laurent vient de le dire, 80% des précipitations sont pendant la saison des pluies. Est-ce qu'on peut avoir un cyclone en dehors de cette période ? En fait, oui, c'est vraiment 2 notions différentes. C'est-à-dire que saison des pluies, c'est vraiment une période où on va avoir des fortes pluies liées à un déplacement de masse nuageuse. Et saison cyclonique, c'est une période où il y a une probabilité forte qu'on ait un cyclone. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas avoir de cyclone en dehors de cette période. Kenneth est un bon exemple puisque c'est arrivé vraiment sur la limite de fin de saison cyclonique et ça a surpris tout le monde, même Météo France, je pense. Il y a même à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un cyclone en juillet. Alors le 17 juillet 2016, Patrick, exactement, Météo France a nommé une dépression tropicale qui s'est transformée en forte tempête tropicale, Abella. C'est ça. Et donc complètement en dehors de la saison cyclonique. Risque cyclonique et risque d'inondation, c'est forcément lié. Alors si l'œil du cyclone passe sur un endroit donné, tout le mur de l'œil est constitué de précipitations diluviennes. D'accord. Donc là, on ne peut pas y échapper. Néanmoins, il faut vraiment que ce mur de l'œil passe sur l'endroit concerné. Floriane, quels sont les autres risques naturels qui sont accentués par un cyclone notamment ? On en a parlé tout à l'heure, donc pluie, inondation, submersion marine et glissement de terrain qui sont des conséquences indirectes. Voilà. Mais glissement de terrain, même par la suite, une fois que le cyclone est passé, c'est possible ? Oui, puisque les sols ici sont déstabilisés en fait par la présence de beaucoup d'eau à l'intérieur et on a régulièrement des glissements de terrain quand il commence à pleuvoir d'une manière forte, même 1 ou 2 jours après. Pardon, à Mayotte peut-être plus qu'ailleurs, on connaît l'état de nos habitations, souvent des habitations vulnérables ou des maisons construites dans des ravines, on le sait. Forcément, on est encore plus vulnérable. Alors c'est sûr que l'état du bâti à Mayotte pose question, notamment sur tout ce qui est habitat précaire, mais pas que. Donc il faut effectivement avoir en tête que les maisons sont vulnérables, pas uniquement celles qui sont construites dans les ravines. Tout ce qui n'est pas vraiment aux normes paracycloniques finalement est vulnérable à de tels phénomènes. On l'a vu dans le reportage de Pierre Bellucci. Floriane, comment on peut protéger sa maison ? Alors, quand un cyclone survient et on peut se préparer un peu à l'avance, l'important c'est de fixer tout ce qui est potentiellement peut s'envoler au maximum, de calfeutrer les fenêtres pour se protéger notamment des bris de glace. Bien sûr. Ça fonctionne le coup du scotch en travers ? Oui, ça évite au moins que la fenêtre s'effondre à l'intérieur, donc il faut le faire. Et si vous savez que vous êtes dans une zone inondable, c'est important de calfeutrer les entrées où l'eau pourrait potentiellement s'infiltrer dans votre maison. Si jamais vous pensez que l'habitation est vraiment trop vulnérable, il faut se diriger vers les centres d'hébergement ouverts par les mairies pour être sûr d'être en sécurité. Nathalie Coffeld, qui contacter pour avoir des conseils ? Comment savoir en fait ? Alors en fait, on peut contacter déjà la préfecture pour avoir des conseils. Alors pas nécessairement en prenant le téléphone et en nous appelant, mais sur le. On va vous donner le numéro de téléphone personnel de Nathalie. Mais sur sur le site internet de la préfecture, il y a toute une rubrique qui est dédiée à l'ensemble d'ailleurs des risques naturels qui peuvent nous impacter et sur lequel on pourra trouver tous les conseils de comportement et à mettre en œuvre pas seulement au moment où le risque va s'abattre sur l'île, mais notamment pour ce qui est de la saison des pluies, on conseille en chaque début de saison des pluies de mettre en œuvre toute une série de mesures préventives qui permettent de se prémunir contre les risques. Laurent, souvent quand il y a un cyclone ou quelque chose qui arrive, vous le savez bien longtemps à l'avance, avant tout le monde, et vous arrivez à suivre son évolution et à pas prédire, mais à expliquer ce qui pourrait se passer. Comment vous faites ? Alors, nous avons un centre météorologique régional spécialisé
qui se trouve à La Réunion et qui est formé de chercheurs et d'ingénieurs qui passent H24, 365 jours sur 365, leur temps à surveiller ce genre de choses. Donc ils passent ce temps-là à nous informer en amont. Et nous, on est curieux également, à Mayotte, de savoir à quel moment est-ce que potentiellement un scénario pourrait se déclencher. C'est ce qui fait que Météo France maintenant, et c'est tout à notre honneur, je trouve, est considéré comme normal. C'est-à-dire qu'il est normal de pouvoir prévoir ces trajectoires de manière très précise et avec un scénario qui est très probable. En tout cas, on en a tous besoin de ces informations. Nathalie, côté État, notamment côté préfecture, comment les services sont organisés ? Les services sont organisés de différentes manières. Alors déjà, il y a un service qui est celui dont je suis issue, le service interministériel de défense et de protection civile, qui est vraiment consacré en fait à la préparation et à la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Donc nous sommes, le service site PC est astreinte là aussi 24 heures sur 24, 365 jours par an, en contact avec Météo France sur les événements météorologiques pour effectivement pouvoir, dès qu'il y a un besoin qui se présente, mobiliser, déjà informer notre autorité préfectorale et puis mobiliser l'ensemble des services. On travaille avec tout le monde, mais j'ai envie de dire pas seulement avec les services de l'État. Chaque acteur, chaque entreprise, les associations de sécurité civile et même chaque individu a finalement quelque part sa pierre à apporter à cet édifice de la protection civile. Nous, citoyens lambda, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice ? Mais déjà en se tenant informé de ce qui se passe. En étant informé, on peut forcément se préparer à un événement et préserver la sécurité de ses proches et de ses biens. C'est ce qu'on doit faire si jamais il y a un cyclone qui arrive. De se tenir informé, j'ai envie de dire, c'est la première consigne à passer à tout le monde. Et ensuite, effectivement, en fonction des événements, il y a toute une série de consignes que vous trouverez sur le site internet de la préfecture. Mais se tenir informé, c'est la première des choses à faire. Floriane, comment on fait pour se tenir informé ? On écoute les médias, j'imagine ? Oui, les médias sont un relais important effectivement de la préfecture. Après, vous pouvez aller, comme l'a dit Nathalie, sur le site où donc des communiqués de presse réguliers sont émis par la préfecture et vous permettent de suivre l'actualité et puis d'avoir les consignes. La page Facebook également. Et sur le site du CMRS de La Réunion, vous pourrez avoir les bulletins météo qui vous permettent de voir la trajectoire et de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe. Voilà. Laurent, est-ce qu'on va tirer des enseignements de ce passage Kenneth ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer dans l'organisation ? C'est peut-être un peu cru ma question, mais est-ce que Kenneth, le fait qu'on n'ait pas été touché par Kenneth, a servi un peu de répétition générale ? Alors, pour le jour où ça arrivera, si ça doit arriver un jour. Alors pour ce qui est de la chaîne d'alerte de la préfecture et tout ce qui a pu être mis en œuvre pour la sécurité civile à Mayotte, là c'est plus du ressort de Nathalie. En revanche, c'est vrai qu'au niveau scientifique, un tel passage de cyclone à proximité de Mayotte va nous servir bien entendu en amélioration continue dans la recherche, à réintroduire des données fraîches dans tous les modèles numériques. Et je tiens à souligner la qualité encore de ces modèles numériques qui nous a permis, en amont de dimanche, de pouvoir prévenir tous les services. Côté État, c'est pareil, on va se servir de l'expérience de Kenneth ? On se sert systématiquement de toutes les expériences qu'on peut amener à faire, que ce soit en situation réelle ou en exercice. On fait toujours ce qu'on appelle par la suite un retour d'expérience, un rétex dans notre jargon. Et effectivement, forcément, ce sont des enseignements qui après viennent enrichir les mesures à prendre ou les choses à faire ou à ne pas faire. Est-ce que quand il y a un cyclone comme ça, l'idée, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent sur les réseaux sociaux, l'idée d'évacuer l'île, est-ce qu'elle est traversée dans les services de l'État, cette idée ? L'île, non, mais certaines zones, très certainement. Ça fait partie effectivement de la planification Orsec. L'évacuation de l'habitat est une des mesures qu'on mettrait en œuvre si la situation devait le nécessiter. Mais l'île, ça serait non, parce qu'on... Non, mais ça s'est vu aux Caraïbes. On évacue la Guadeloupe pour les amener en Martinique, par exemple. À ce moment-là, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Ça serait plus compliqué. Floriane, juste la dernière question. Après, on vous libère, c'est promis. Est-ce que la fragilité des terrains reste en l'état pendant combien de temps après le cyclone ? Vu que, en fait, les terrains sont gorgés d'eau, même si le cyclone est passé. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Mais globalement, c'est plusieurs semaines ?
À partir du moment où en fait une structure a été déstabilisée, elle peut effectivement bouger si jamais il y a un autre événement qui se produit, une nouvelle pluie, un vent, quelque chose qui va provoquer le fait que ça bouge. Ouais. Mais mettre un chiffre dessus, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez eu peur, vous, les spécialistes, vous, Météo France, vous, Floriane, vous, Nathalie, est-ce que vous avez eu peur quand Kenneth s'est approché de Mayotte? Alors, vous aviez peut-être des informations que nous, on n'avait pas. Non, alors sur la base des informations qu'on avait de Météo France, non, on n'a pas eu peur. Ouais. Mais par contre, il y a peut-être eu d'autres moments où effectivement, il y a une certaine appréhension. Moi, je pense entre autres à Fantala, qui était un gros cyclone aussi, qui n'est pas finalement passé très loin, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on n'avait justement pas de précision sur sa trajectoire future. Ouais. Et ça, ce sont des événements où, effectivement, on peut avoir une certaine appréhension. Maintenant, le fait d'être, effectivement, dans la préparation, le fait de savoir ce qu'on fait, forcément, on a moins d'inquiétude. C'est pour ça, effectivement, que j'encourage vraiment les gens à aller consulter le site, à regarder ce qu'ils peuvent faire et à mettre des choses en œuvre, parce que ça rassurera et forcément, ça les fera prendre de bonnes décisions. La dernière question, elle est pour Laurent. Comment vous savez que tel phénomène va se transformer de tempête tropicale en cyclone tropical intense pour arriver, en passant par toutes les échéances, les étapes, pardon. Comment vous le savez? Comment vous arrivez à savoir 48 heures avant que, attention, on va basculer? Alors que le phénomène arrive, ça on a compris, mais comment vous arrivez à savoir qu'il va grossir? Alors d'énormes progrès ont été faits dans les dernières années. Il y a encore 5 ans, on était incapable de vous dire que dans 72 heures, tel système allait se transformer en cyclone. Ouais. Tous les 5 ans, on fait ce genre de progrès. On multiplie par 1 ou 2, suivant les décades, la capacité à prévoir de manière numérique l'accélération de ces cyclones. Néanmoins, il y a toujours une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, c'est là où justement, sortir du chaos, un scénario qui est plausible, robuste, à fournir aux autorités, c'est là tout le travail des prévisionnistes et de l'humain qui va jeter son regard sur des 150, 200 modèles numériques. Nous en avons déjà parlé ensemble, Patrick. Oui. Vous-même, vous en regardez certains. On passe notre temps à ça. Et justement, extraire cette information, la rendre robuste et la fournir aux autorités, ça fait partie du travail de Météo France. Merci. Je voulais vraiment vous dire merci d'abord pour cette émission, mais aussi pour le boulot que vous faites, parce que quand on vit ce genre de phénomène, tempête, on a besoin de vous, Nathalie, on a besoin de vous, Laurent, Floriane également. Vos informations sont importantes pour que nous, médias, on puisse relayer ces informations. Anne-Constance, on va vous poser quelques questions, on a besoin de chiffres. Le cyclone Idai de fin mars 2019, on l'a aussi tous en tête, a fait combien de victimes? Est-ce qu'aujourd'hui on sait, clairement? On ne saura jamais de manière exhaustive, mais en tout cas, on dénombre malheureusement plus de 1000 pertes humaines, 2 millions de sinistrés et un nombre incalculable de personnes ayant perdu leur habitation côté Mozambique, qui a été par la suite touché par Kenneth, comme les Comores. Et le bilan est actuellement en cours, donc on ne peut pas pour l'heure donner de chiffres, mais il y a aussi des morts à déplorer. Le réchauffement climatique, on sait comment vont évoluer les cyclones en fréquence et en intensité. Est-ce qu'on le sait réellement? Alors, Météo France a développé un modèle qui s'appelle Arpège et qui permet de dire que l'intensité des cyclones va augmenter entre 2 à 11%, ainsi que le volume des pluies d'environ 20% au plus près du cyclone, comme l'expliquait Laurent Floch tout à l'heure. Néanmoins, dans les calculs faits par les experts du GIEC, on ne prévoit pas d'augmentation du nombre de cyclones dans les prochaines années. Le réchauffement climatique a un coût, forcément, sur notre société? Oui. On dit qu'un degré de plus de réchauffement climatique coûte à la planète 2000 milliards de dollars, ce qui représente quand même un quart du PIB. Donc il faut aussi en tenir compte, le réchauffement de la planète, on en est tous responsables. C'est ça, exactement. Merci 1000 fois, merci Nathalie, merci Anne-Constance, merci Laurent, merci Floriane d'être venus sur ce plateau. Nous on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Ciao.